sans plus tarder, j'ai un invité aujourd'hui, M. Yvan Méville-Deschênes. On vous présente comme étant un chroniqueur en aviation. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'informatique? Bien, je pense, François, d'abord que l'aviation et l'informatique, c'est un mariage très heureux parce que tout ce qui va vite, tout ce qui se déroule, tout ce qui semble complexe est aidé par la plateforme informatique. Et c'est bien ici dans le domaine de l'aviation, que ce soit dans la conception des avions, dans le contrôle de la circulation aérienne ou au niveau de la préparation des vols pour les différentes compagnies. L'informatique a définitivement sa place et ça a été un des premiers endroits où on a appliqué l'informatique. Aujourd'hui, on va se concentrer sur des logiciels, justement, en aviation, mais quel genre de logiciel plus précisément? Dans un premier temps, nos cousins, les Français, ont fait quelque chose qu'on appelle la CNES. C'est le Centre national des études de l'espace. Alors, c'est l'Agence spatiale française qui a des programmes assez importants. Et on les connaît mal. On connaît bien le programme américain, le programme soviétique, le programme russe. On connaît l'Agence spatiale canadienne, mais les Français ont des choses à faire un peu partout. Et justement, le CNES qu'on peut voir à l'écran, si on y allait de façon interactive immédiatement, on peut y apprendre. C'est une belle plateforme. C'était bien fait, musique qui est bien fait, des commentaires également. Et on peut en apprendre sur différents sujets. L'accès à l'espace, les programmes, la communication et l'éducation. Très important chez les Français. Ce qui est amusant ici à regarder, c'est qu'on a un petit spationaute qui nous permet, et si on double-clique dessus, notre ami nous présente un sommaire ici. Alors, on peut y aller directement par centre d'intérêt. Alors, on voit tout de suite, par exemple, ici, Spot. Spot, on sait que c'est une agence française. Il y a des satellites dans l'espace qui prennent des photos absolument fabuleuses. On n'a pas réussi à les égaler encore. Alors, si on allait voir qu'est-ce que Spot, de quoi ça retourne, alors, on arrive normalement à cette image, toujours accompagnée d'une petite musique dans le fond. On voit, par exemple, une fusée Ariane. Okay. Hein, on sait que leur centre de lancement est en Guyane, à Kourou, en Guyane, et on peut voir comment on prépare les cartes. Alors, on va y aller de sujet en sujet pour arriver à comprendre comment on prend des photos de l'espace et comment on les applique au sol. On sait que Spot, par exemple, peut vous faire une photo de votre cour arrière et si vous êtes à ce moment-là, lorsque le satellite passe en train de passer votre tondeuse, vous risquez d'être sur la photo. C'est tellement précis ce qu'ils font. Dans un milieu un peu plus sérieux, on va voir, par exemple, des cultivateurs à grands espaces qui vont arriver à voir de quelle façon leur culture se comporte en faisant de la fausse imagerie couleur, en colorant, par exemple, les différentes bactéries qui peuvent influencer votre champ de maïs, par exemple. Alors, on pourrait appliquer les mesures correctives juste à un endroit pour ménager l'environnement. Les Français excellent dans ce domaine-là. Okay. Il y a aussi un autre logiciel qu'on va voir tout de suite à l'instant qui est développé par les Américains. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran, Yvan, présentement? François, on a un beluga. En fait, c'est un poisson volant, c'est un mammifère volant. C'est ce qui a remplacé le vieux Gopé, une espèce d'avion, un vieux Boeing qu'on avait agrandi la carlingue pour transporter des morceaux de fusée, des ailes d'avion qui sont impossibles à plier en deux. Alors, on a réalisé à partir du Airbus 330 ou du Boeing 757 cet avion dont le fuselage est absolument démesuré et dont le devant s'ouvre et l'arrière également pour faciliter la manœuvre d'insertion. Les images sur ce CD, il y en a une centaine, hein? Et c'est de la qualité. Ce sont de belles images, de belles photos d'avions, naturellement axées sur les produits français, parce que ce sont nos amis les Français qui l'ont produit. D'où elles proviennent ces images? Le CD, c'est comment qu'il s'appelle? Le CD, c'est les meilleurs, de Best of Le Bourget. On sait que le Salon Le Bourget en France, c'est le salon aéronautique parfait au monde. Ça a lieu tous les 2 ans. Et c'est la société TED Multimédia qui a fait ça en France, comme d'ailleurs la CNES qu'on a vue il y a quelques minutes. Et vous allez retrouver, entre autres, certains avions russes. Tous ceux qui étaient présents au dernier salon du Bourget. Et vous pouvez placer ces photos dans le presse-papier pour vous en servir dans un texte ou dans un autre contexte. Présentation. Oui. D'accord. Ces logiciels-là sont disponibles où, les deux qu'on a vus? CompuCentre à Québec les tient, les différents endroits de CompuCentre, et c'est aux alentours de 45 à 50 $ chacun. D'accord. Est-ce qu'il existe d'autres logiciels en aviation qui sont intéressants? Il y a le Discovery Channel qu'on a sur le câble qui a mis à notre disposition la série Wings. On sait qu'il y a une émission de télévision qui s'appelle Wings et qui parle d'un type d'avion particulier à chaque semaine, à chaque émission. Ils ont réalisé des CD.
c'est aidé un peu d'après la suite de la guerre du Golfe. On remonte des simulacres d'attaque là-bas avec les caméras qui étaient installées dans le ventre des F-15. Et on a reconstitué le tout pour vous montrer un peu comment ça se déroulait, et de jour et de nuit, en Arabie à ce moment-là, lors de la guerre du Golfe. Vous avez également le débarquement en Normandie qui fait partie de cette suite-là. Je crois que c'est 3 ou 4 CD, et c'est quelque chose de très grande qualité. Ça se vend aux alentours de 100 $ américains, et on peut le faire venir. C'est dispendieux, mais pour 4 CD, ça doit valoir la peine. Pour les passionnés d'aviation comme vous, j'en suis certain. Oui, je pense que ce sont des images et des vidéos de belle qualité. Alors, je vous remercie, M. Deschênes, et on espère vous voir une prochaine fois. Au plaisir. Maintenant, on va parler un peu plus en détail de Java. On en avait parlé la semaine dernière. Alors, je reçois M. Lévesque. Alors, je suis avec René Lévesque, qui est analyste technique pour le bureau de Sun à Québec. D'ailleurs, il a amené son ordinateur Sun UltraSpark. Bonjour, M. Lévesque. Bonjour. On va parler aujourd'hui du langage de programmation Java. Sun va jusqu'à dire que c'est une révolution, ce langage-là, ou le milieu dit ça. En quoi c'est une révolution Java? C'est une révolution parce que Java permet d'utiliser les technologies connues d'Internet pour, justement, avec le langage, il n'y avait pas de langage actuellement disponible pour distribuer des applications ou utiliser Java d'une façon sécuritaire pour être capable de faire un modèle de business basé à partir d'Internet. Comment il fonctionne, ce langage de programmation? C'est un langage qui est très, très près du C++, dans une version beaucoup plus sécuritaire. Le langage, quand on développe une application Java, on développe des applets. Des applets, c'est un terme que Sun a créé juste pour dire que c'est des sous-programmes. Donc, on peut créer une application complète sous forme d'applet. Le but de Java, c'est d'utiliser, par exemple, un serveur central avec un client, n'importe quel client, que ce soit des clients Apple, Macintosh, avec des Windows 95, Windows NT. Puis, ces clients-là utilisent un navigateur. Le navigateur, lui, a la caractéristique de reconnaître les instructions de Java pour exécuter les programmes. Donc, un client conventionnel est capable d'aller chercher des applications à distance puis de les exécuter de façon locale. D'où l'utilité d'avoir vraiment des applications qui ne sont pas résidentes sur notre machine, qu'on peut aller chercher ailleurs sans vraiment avoir besoin de les acheter. On peut les louer de certaine manière. C'est pour ça qu'on se dirige vers un marché. Sun veut s'attaquer peut-être au marché, au monopole de Microsoft. Entre autres. Dans le futur, qu'est-ce qui va être possible pour Java? Il y a beaucoup de modèles de business qui est actuellement pas possible, qui va être possible avec Java. On parle d'allocation d'applications, par exemple, au lieu d'acheter une application, on va être en mesure de la louer pour le nombre de fois qu'on veut bien l'utiliser. Après ça, on a, par exemple, la capacité de visiter des sites comme des grosses compagnies, par exemple, comme Disney World, va rendre disponibles des technologies pour qu'on puisse faire des visites de sites, par exemple, étant donné que Java est multimédia. On va pouvoir voir quelques vidéos là, de ce qui est possible de voir à Disney World. On va pouvoir prendre des réservations, par exemple, à distance sur des sites, sur des dates particulières. Donc, il y a beaucoup de modèles de business qui vont pouvoir être initiés comme de cette façon-là, qui n'est pas présentement possible. D'accord. Concrètement, on va voir à quoi ressemble un peu le langage Java. Montrez-nous donc un peu qu'est-ce qu'on peut faire, comme vous avez dit, qui est multimédia. Oui. Donc, Java, c'est totalement multimédia. On peut, par exemple, ici, on a ça, c'est l'ensemble de développement que Sun fournit. Java, actuellement, est disponible gratuitement. Donc, on a un site qui s'appelle java.sun.com, qu'on peut aller chercher toute l'information pertinente sur les guides de développement, incluant les sources du langage, incluant plusieurs applets. Dans ce qui nous concerne, dans certains démos qui sont disponibles, on peut par exemple aller voir un démo qui montre une tête qui bouge avec du son. Si on veut aller voir, par exemple, le source de cette... pour ceux qui voudraient voir le source, c'est un source qui est très, très petit. L'avantage de Java, c'est que l'ensemble des librairies d'affichage ne sont pas contenues dans le programme lui-même, mais bel et bien par la part du browser qui rend vraiment actif. Donc, étant donné que le navigateur est multiplateforme, donc sur chaque plateforme matérielle que le browser est disponible, on peut retrouver le même source code comme tel, qui est très, très petit. C'est comme Netscape 2.0 qui actuellement, une nouvelle version supporte Java. Donc, évite, je suppose que c'est dans Netscape 2.0 qu'on retrouve tous ces outils-là. Oui, absolument. On est indépendant du langage HTML. Le langage HTML est un langage qui va évoluer dans le temps aussi. La seule chose que les nouveaux navigateurs proposent, c'est la capacité de reconnaître des applets Java, donc des sous-programmes, puis d'être capable de les exécuter en mode local pour créer une machine virtuelle. Donc, cette machine virtuelle-là est indépendante soit du système d'exploitation et du matériel lui-même.
La plupart des grosses compagnies comme Sun, IBM s'intéressent actuellement beaucoup à Java et ils s'intéressent à fabriquer des machines. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces machines-là? Bien, étant donné que Java est un langage qui est très, très près du système d'exploitation, il va être possible de remplacer, par exemple, un système d'exploitation par un browser ou par un environnement qui ne contient pas de disque rigide, qui ne contient pas de floppy. Donc, c'est un terminal avec des capacités de mémoire assez étendues. On peut parler peut-être de 512 MB pour un terminal. À ce moment-là, on a un port réseau, en plus d'un port série, par exemple. Fait qu'on peut connecter notre terminal à un serveur d'application, donc un serveur web là, qui contient des programmes Java. Donc, notre terminal peut s'initialiser pour être en mesure d'exécuter les programmes qui sont sur ce serveur-là. Donc, c'est des terminaux qui sont quand même très, très peu dispendieux. On parle de moins de 1 000 entre autres. Sun, on a des produits qui s'en viennent à ce niveau-là. Il y a d'autres personnes, d'autres manufacturiers qui s'intéressent à cette technologie-là. Le but, c'est de faire de la gestion le plus simpliste possible. Donc, on n'a pas à mettre à jour des systèmes d'exploitation ou quoi que ce soit. On a simplement à ouvrir le terminal, l'initialiser au niveau d'Internet, puis on va chercher les programmes qu'on a besoin sur le serveur corporatif ou ainsi de suite. Mais Java va d'abord servir pour le secteur corporatif pour ensuite s'attaquer, je suppose, au grand public. Oui, entre autres. Il y a beaucoup plus d'opportunités dans Java au niveau corporatif qu'il peut en avoir au niveau utilisateur individuel. Les seules choses qui sont importantes à considérer, c'est que le marché actuellement au niveau de la business, c'est que Java va permettre de faire de la business au niveau mondial. Donc, au lieu, par exemple, d'avoir une corporation qui est située à Montréal puis qui est limitée par les champs d'action des technologies connues, on va pouvoir avoir des bureaux, c'est même plus des bureaux régionaux, c'est des bureaux mondiaux comme tels. D'ailleurs, vous avez dit que le Java est très sécuritaire parce que, bon, si on pense à Windows 95, ces temps-ci, il y a la grosse rumeur qu'il y a un virus qui s'attaque à Windows 95, c'est la panique dans les industries. En quoi Java va être vraiment sécuritaire? Il y a différents niveaux. Le premier niveau de sécurité, c'est que Java comble les faiblesses du C++, entre autres au niveau des pointeurs externes. Donc, il n'est pas possible non plus de réserver des zones de mémoire proprement dit dans une application pour éventuellement mettre des programmes à l'intérieur ou des choses qui pourraient modifier le système d'exploitation ou modifier l'exécution de la machine. Donc, ces faiblesses du C++ sont comblées. En plus, on peut initialiser Java au fait, étant donné que c'est un système client-serveur, on peut avoir des numéros là, de registration qui font qu'un client, par exemple, qui va nous appeler, va avoir une adresse IP. Cette adresse-là peut être reconnue par le serveur, donc le programme peut aussi être encodé. Il y a excessivement de sécurité possible ou potentielle qu'on peut utiliser à partir de Java parce que le langage est basé sur un concept de sécurité. Java en est à ses premiers balbutiements. Ça fait depuis quelques temps qu'on entend parler, depuis peut-être le mois de juin. L'échéancier de Sun, qu'en est-il? Quand est-ce qu'on va vraiment pouvoir profiter et utiliser Java à ses pleines capacités? Actuellement, Sun est en train de développer des guides de développement comme tel, donc des outils de développement. On va avoir très, très prochainement un Visual Java Developer Kit comme tel, qu'on appelle chez nous. Ça va permettre de développer facilement ou simplement des applications là, graphiques basées sur Java. On a aussi l'endossement de Java par différentes compagnies, que ce soit Microsoft, entre autres, s'est déjà commis à supporter Java. On a Oracle aussi qui est en train de développer des nouvelles technologies pour développer des applications en mode client-serveur, mais basées sur Java. Donc, quand ces produits vont être disponibles réellement sur le marché, à ce moment-là, les gens vont être en mesure de les utiliser assez rapidement. Je vous remercie, M. Lévesque. Alors, nous, on va passer maintenant à la chronique sur les jeux avec Yves Rochefort. Aujourd'hui, dans la capsule jeu, on va parler de jeux sportifs, si on peut dire, sur ordinateur. Je suis avec Yves Rochefort de Compucentre. Bonjour Yves. Bonjour François. Alors, il existe des jeux de sport sur ordinateur. De quels jeux on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de football. On va parler de golf également ultérieurement dans l'émission. On commence immédiatement avec FrontPage Sport Football Pro 86 de la compagnie Sierra. Je dirais que c'est le jeu le plus populaire de football. C'est le meilleur jeu qu'on puisse recommander à nos clients. C'est le plus complet. Tu peux gérer tous les niveaux de la partie. Tu peux faire des échanges, tu peux repêcher les joueurs. Donc, tu dois construire une équipe et tenter de t'en aller au Super Bowl et gagner comme Dallas l'ont fait dernièrement. C'est un jeu qui est entièrement super VGA. Toutes les statistiques ont été mises à jour, les joueurs ont été mis à jour. Donc, tu as les 2 dernières nouvelles équipes de l'expansion, les Panthers de Caroline puis les Jaguars de Jacksonville. Et
tous ces joueurs-là ont les statistiques mises à jour. Il y a combien de jeux possibles avec? Tu as plus de 10 000 jeux différents en offensive et en défensive, là, ce qui fait un jeu très, très, très complet. Les angles de caméra, il y en a combien? Ils sont multiples. Il y en a, je crois qu'ils sont indéfinis. Tu as également des angles, pas des angles, mais tu peux faire des zooms illimités. Montre-nous des angles de caméra différents, parce que là, on voit le même angle depuis tout à l'heure. Oui, on voit le même angle depuis tout à l'heure. Tu vois, on peut reculer, on peut changer complètement de côté. On va parler maintenant d'un autre jeu de sport, un jeu de soccer. Alors, on a FIFA 96 qui est fait par quelle compagnie, non? Electronic Arts. Electronic Arts, ben, ils font beaucoup de jeux de sport, d'ailleurs. C'est quoi un peu les caractéristiques de ce superbe jeu de soccer? Ce superbe jeu de soccer, en effet, peut être configuré en français au niveau du texte à l'écran. Tu as également plus de 3800 joueurs répartis dans 237 équipes dans 12 ligues internationales, ce qui fait passablement de joueurs à pouvoir utiliser. Ça fait beaucoup de noms à apprendre, ça. Oui, en effet. C'est un jeu qui est également entièrement en Super VGA. Tu vois que les graphiques... Très belle résolution. Ouais, très, très belle résolution. Tu as des effets tridimensionnels. Il faudrait changer d'angle de caméra pour les voir, là, mais tu as des effets tridimensionnels assez intéressants. Présentement, on a une caméra télé, c'est-à-dire qui suit tous les joueurs, oui. Qui a une vue d'ensemble. Oui, puis on peut avoir, en passant, des angles de caméra infinis. On peut faire des rotations. Comme dans le football tout à l'heure? Oui, okay. Oui, oui. Alors, c'est un beau petit jeu pour les amateurs, mais c'est pas très populaire au Québec, les jeux de soccer. C'est moins populaire, mais quand tu as un jeu d'une qualité comme celui-là, ça vaut la peine. Mais les amateurs de jeux d'action vont sûrement avoir du fun avec ça. Oui, 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 beaucoup. Maintenant, on regarde quel autre jeu? On va regarder PGA Tour Golf 96. D'accord. Alors, on a vu les jeux de sport aujourd'hui. Le golf ne fait pas exclusion à la règle. Bon, peux-tu nous présenter un peu ce jeu qui est PGA Tour Golf 96? Oui, avec plaisir. C'est un jeu de golf un peu différent des autres qui se retrouvent sur le marché, puisque tu peux participer à des tournois, contrairement aux autres qu'on peut trouver sur le marché actuellement. Tu entres dans un tournoi, tu dois passer certaines coupures pour finir dans les meilleurs et être dans les boursiers. Tu accumules des bourses, puis tu fais une carrière comme ça. Si on regarde le jeu en tant que tel, bon, ici, si tu vois l'arc que tu utilises pour frapper la balle, ici, tu dois arrêter pour la puissance, puis ici, tu dois arrêter pour la précision. Alors, peux-tu nous faire jouer un coup? Alors, on va tenter de faire le meilleur coup possible. Oh boy, ça sera pas très beau. Ça s'en va dans... C'est frappé très fort, mais très droit. Très droit. Oui. Et ça courbe pour tomber dans... on va nous dire dans le... Ah, faut que tu recommences, t'es hors zone. Bon, alors, avec plaisir, un petit coup rapide. Ben, un peu, c'est comme le vrai golf, finalement. Donc, oui. Si on n'est pas bon... Si on n'est pas bon, on a les résultats qui suivent. Oui, ça courbe et ça revient. Alors, j'ai frappé un arbre, mais je suis revenu dans plein milieu. Dans le fait, oui. Alors, je vais te laisser jouer un peu. Pendant ce temps-là, je vais continuer de commenter. Tu as 2 parcours que tu peux jouer dans le jeu. C'est des vrais parcours. Tu as Avenel et Spike Glass Hill. Tu as également, tu peux jouer contre 56 golfeurs, des professionnels de la PGA, tel Tom Kite que j'utilisais. Tu as également Fuzzy Zoller et compagnie. Tu as des angles de caméra multiples. Tu peux même avoir un angle de caméra sur la balle pour suivre le trajet de la balle. Alors, c'est encore à mon tour. J'ai pas fait un gros coup. OK. Il y a également des parcours additionnels qui sont disponibles. Actuellement, il n'y en a seulement qu'un. Oui, on peut le voir à la caméra, justement. Ouais. C'est Spanish Bay. Oui, c'est un parcours qui se situe en Écosse. En Écosse? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres jeux de sport qui existent sur le marché, bon, qui ont été faits par Electronic Arts, qu'on n'a peut-être pas parlé dans les autres émissions, qu'on pourrait glisser un mot? Il y a le célèbre NHL Hockey 96, ou 96, c'était mieux, qui est un des plus populaires encore actuellement. Alors, Yves, c'est où qu'on peut te rejoindre si on veut jouer à tous ces jeux ou avoir plus d'informations? Vous pouvez me rejoindre chez CompCentre, à Place Laurier, au 653-5150, et aux Galeries La Capitale, au 627-3689. Merci. On se revoit la semaine prochaine. On va parler de quoi? La semaine prochaine, on a un spécial sur la compagnie Sierra avec des jeux d'aventure. Ouais. D'accord. Nous, on va passer maintenant à la capsule conseil avec Ghislain. Alors, je suis avec Ghislain Lévesque de Conforme, notre consultant en informatique. Bonjour, Ghislain. Bonjour, François. Alors, aujourd'hui, on va parler du logiciel ACT de Symantec. Qu'est-ce qui fait ce logiciel? Alors, François, ACT est classé dans la catégorie des gestionnaires de contacts.
c'est excellent pour garder trace là, de toute activité, discussion qui sont faites avec des clients, des fournisseurs ou même des collègues. Et ce qui est intéressant, c'est que ACT renferme aussi des fonctionnalités d'agenda électronique. OK. Tu vas nous montrer maintenant comment on programme une activité. Oui, alors, 3 types d'activités sont disponibles à l'intérieur de ACT. Alors, si on regarde ici sur la barre d'outils, la première chose que je peux programmer, s'il y a un appel, je peux aussi programmer un rendez-vous avec un contact ou une chose à faire. Donc, la première chose à faire, c'est de définir avec quel contact on va programmer l'activité. Donc, j'ai choisi un contact s'appelant François Tadé. Alors, je clique ici sur, par exemple, rendez-vous. Et la première chose que ACT va me demander, c'est bien sûr à quelle journée je voudrais programmer l'activité en question. Donc, on laisse la journée, ça va bien avec ça. Deuxième chose, c'est qu'il va me demander à quel endroit dans la journée je veux placer mon activité, ou en fait de définir quelle est la plage. Donc, je peux, à l'aide de la souris, définir à quel endroit je veux placer l'activité, puis en faisant un glisse, je détermine aussi sa durée. Alors, je dis OK là-dessus. Par la suite, je n'ai qu'à définir le but de l'activité. Donc, pour quelle raison je veux rencontrer, par exemple, premier contact. Je dis OK là-dessus. Et si je le décide, je pourrais demander à ACT, en activant l'option déclencher l'alarme, je pourrais lui demander de m'avertir X minutes à l'avance là, pour que je puisse préparer mon activité. Puis, je peux même aussi ici définir le degré de priorité. C'est un logiciel qui pourrait être intéressant, surtout peut-être pour le représentant. Mais eux, comment ils feraient pour garder un suivi de leur discussion? Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai un contact à l'écran, je peux venir ici cliquer sur l'icône qui s'appelle Notes. Et faites pas le saut, j'ai grossi les caractères pour que tout le monde puisse bien voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut garder ici à la gauche la date où la note a été inscrite. Par la suite, on a entre parenthèses le nom de l'usager qui a saisi la date. Le nom est important puisque ACT nous permet de partager la base de données sur un réseau à travers plusieurs utilisateurs. Et je peux, par la suite, tout simplement taper mon commentaire. Et lorsque je ferme la fenêtre, automatiquement, les commentaires sont sauvegardés. Comment on fait pour consulter l'historique d'un contact? Alors, l'historique, dans un premier temps, on va choisir le contact. Et si on a ici un petit classeur, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été faites pour ce contact-là. Donc, je clique ici sur le classeur dans la barre d'outils. Et automatiquement, je suis en mesure de voir toutes les discussions, les rendez-vous, les choses que j'ai faites pour un contact. Et je pourrais même imprimer tout ça. C'est très utile. Comment on ferait pour accéder, mettons, il y a des tâches, les tâches qu'on a effectuées? Alors, les tâches sont accessibles par plusieurs moyens. Dans un premier temps, on a l'icône ici qui nous permet de voir les tâches pour une période donnée, okay, en fonction de priorité, haute, moyenne et basse, et séparées par type d'activité. Un autre moyen qui peut être plus utile, c'est d'y aller directement par l'agenda de la journée. Donc, lorsque je demande l'agenda de la journée, je suis en mesure de voir qu'est-ce que j'ai à faire pour la journée et si jamais j'avais des activités libres, je pourrais les voir ici. Moi, j'aime bien ça, les agendas là, qui sont sur papier. Est-ce qu'on peut faire imprimer cet agenda-là? Absolument. Ce qui est intéressant, c'est que l'agenda est disponible en 3 formats, c'est-à-dire journalier, je peux même avoir hebdomadaire et puis mensuel. Et lorsque je visualise, j'ai un petit bouton ici qui me permet d'imprimer les différents types d'agendas que j'ai besoin. On va d'ailleurs montrer ça à l'écran. Qu'est-ce que ça donne? Tu nous as amené ça. Est-ce qu'il y a d'autres rapports qui sont disponibles? Oui, plusieurs autres rapports sont disponibles. Si je regarde ici dans le menu rapports, une multitude de rapports sont disponibles sur les activités futures, les tâches qui ont été faites, un rapport des contacts, etc. Puis ce qui est intéressant, on a aussi la possibilité de modifier ces rapports-là pour faire des rapports personnalisés. Alors, on te remercie, Ghislain. On va sûrement se revoir la semaine prochaine. On va parler de quoi la semaine prochaine? PowerPoint. OK. Et c'est où qu'on peut vous rejoindre? On peut nous rejoindre en tout temps au 621-0109. Merci. Nous, on va regarder maintenant un gadget cette semaine, la QuickCam de Connectix. On va parler d'un petit gadget qui fait présentement fureur à Québec. C'est la QuickCam, une petite caméra faite par la compagnie Connectix. La raison pour laquelle elle fait fureur, c'est probablement à cause de son prix qui est si bas, en bas de 200 $. C'est très abordable. On la voit présentement ici, elle est très petite aussi. Ce qu'elle permet de faire, c'est en plus de faire des petits films, elle permet aussi de capter des photos, comme je vais faire à l'instant. Alors, on voit à l'écran, bon, à présent,
Là, il y a le petit film là, qui est en train de dérouler. Si c'est saccadé, c'est pour une simple raison, c'est que la résolution que j'utilise présentement est trop grande. Alors, je peux réduire la fenêtre pour avoir une plus petite résolution pour que ça soit plus rapide. Maintenant, je vais prendre une photo de moi. La petite caméra, on peut la prendre dans nos mains, il n'y a aucun problème. Alors, je me positionne et je prends maintenant une photo ici. C'est fait. Si je veux utiliser ma photo, j'ai juste à aller dans mon logiciel de dessin ou traitement de texte et je la colle. Alors, on peut faire des photos très simplement. L'utilité peut-être de ce logiciel-là, c'est que, mettons, vous avez un curriculum vitae et vous voulez le mettre à jour avec une photo, vous pouvez facilement l'insérer. Ou si vous avez des documents, vous faire une présentation avec un logiciel comme PowerPoint qu'on a vu, vous pouvez insérer les documents vidéo. La caméra, en tant que telle, vient avec les logiciels de base, mais il y a deux logiciels aussi qui sont disponibles. Un logiciel qui s'appelle Vidéophone, qui permet de faire du vidéoconférence sur Internet, c'est-à-dire de communiquer avec des usagers en les voyant avec la petite caméra. Et aussi un logiciel pour faire des cartes de fête qui permet d'envoyer des cartes là, personnalisées avec des photos et des vidéos. Ça vaut la peine pour le prix. D'ailleurs, on va vous donner l'adresse web de cette compagnie pour que vous puissiez consulter leurs différentes rubriques. Maintenant, on va regarder les adresses Internet intéressantes ces derniers temps. Ce que je pourrais vous faire remarquer, c'est que maintenant, ceux qui ont de la misère à comprendre Internet, l'Université Laval donne un cours sur Internet. Et non pas dans le sens, un cours, là, vous devez le suivre à l'université, mais vous pouvez aussi le suivre sur Internet. Vous avez les cours à même qui sont inclus. Comme, mettons, le cours 1 va parler de ce qu'est un réseau, etc. Et jusqu'à présent, je crois qu'ils ont rentré les 5 premiers cours. Bon. Alors, ça vaut la peine. Aussi, une autre adresse qu'on pourrait montrer, c'est une adresse qui permet d'établir c'est un palmarès de toutes les pages web les plus populaires, le top 100 du web. Il y a aussi une adresse intéressante qui est un outil de recherche québécois développé en Beauce qui s'appelle Francité. On a aussi un nouveau magazine qui s'appelle Magazine Québec Planète qui se retrouve à l'adresse suivante. C'est déjà tout pour cette semaine. Alors, on vous rappelle que l'émission Micro-Info est en première diffusion le vendredi à 20h et en reprise toute la semaine. À la semaine prochaine. Micro-Info vous a été présenté avec la collaboration de l'Académie du savoir, une académie informatique qui vous guidera à votre rythme dans le monde de l'informatique. Un horaire souple, des cours personnalisés. Débutez quand vous le voulez à l'Académie du savoir de votre choix. Collaboration